Alors, je vais revenir maintenant sur ce que je suis en train d'évoquer maintenant, à savoir la carrière philosophique d'Alain Badiou et la carrière philosophico-politique d'Alain Badiou, et on peut la résumer en deux parties. Alors, bon, il se revendique aussi, outre philosophe, dramaturge et romancier, mais comme dans ces deux domaines, le théâtre, le drame et le roman, il est notablement nul et non avenu, on va se concentrer sur son seul parcours philosophico-politique. Première partie, celle va du début des années 60 aux années 80, où ses modestes talents philosophiques ne le firent remarquer d'à peu près personne. Entre 60 et 80, il n'y a pas de grandes manifestations philosophiques essentielles qui brisent l'histoire de la philosophie française en deux tronçons, et portant le nom de Badiou. La scène philosophique française, on le sait, elle est occupée par quelques grands noms propres. Il y a Deleuze, il y a Foucault, il y a Lévi-Strauss, il y a Derrida, il y a Lacan, il y a Sartre. On va voir le rapport qu'il a avec ces gens-là, Badiou. Il y a Lévinas, il y a Merleau-Ponty, si on veut. Mais ce sont des noms qui lui barrent inexorablement la route à lui. Il profite de cette longue période d'anonymat forcé pour pratiquer, Badiou, le plus ordurier des militantismes de gauche, en prenant, c'est très intéressant, systématiquement le parti des pires criminels planétaires de l'époque, Staline, Mao et Pol Pot. Une fois qu'Hitler est mort, et si on peut considérer aussi que les Américains, Nixon par exemple, sont aussi des grands criminels planétaires. Lui, il est d'extrême gauche, donc il est anti-américain, et donc comme ces trois-là sont anti-américains, ça va devenir des images paternelles importantes, des noms du père importants pour lui, sous le fallacieux prétexte qu'ils étaient anti-américains. En réalité, ce qui l'intéresse là, c'est la perversion, c'est la souillure et c'est le crime. C'est pour vous dire aussi que les élucubrations sur la question juive, les grotesques élucubrations de Badiou sur la question juive, en 2005, ne sont que les dernières en date d'une longue carrière de provocateur spectaculaire. Là, on est dans la première partie de sa carrière. Et pour pouvoir déployer son vaniteux vol, Badiou a dû attendre la fin des années 80, ou les années 80, et la disparition de la majorité des penseurs français dont on peut parler sans rire, ceux qu'il va qualifier en 2005, parce qu'il leur rend à sa manière un hommage, et très pervers, c'est dans un hommage fait à Derrida, après la mort de Derrida, un hommage collectif où il intervient, et avec une réjouissance mal dissimulée, ceux qu'il qualifie de les signataires morts du grand moment des années 60. Il parle de Deleuze, de Foucault, etc. Les signataires morts du grand moment des années 60. Les signataires morts. Sous cette formule retorse de signataires morts, c'est-à-dire de ceux qui sont morts, ils ont signé de leur nom propre, ils ont mis leur nom propre sur la pensée française, mais ils sont morts. Il faut entendre les noms propres dont je suis enfin débarrassé. Et pourquoi ? Pourquoi il a besoin d'en être débarrassé ? Parce que ces noms propres-là, ils auraient inévitablement ricané de son l'être et l'événement ou de sa théorie du sujet. L'être et l'événement en 88, sa théorie du sujet en 82. Et puis en 88, paraît son magnum opus, son grand œuvre, son chef-d'œuvre, l'être et l'événement, sans majuscule, parce qu'il s'agit pour Badiou d'en finir avec le nom propre, donc il ne va pas mettre des majuscules au mot être ni au mot événement. 1988. Et dès la 4e de couverture, et dès les premières lignes de l'introduction, ce texte s'affirme à nouveau, ou initialement, comme sa grande attaque contre le nom propre de la philosophie au XXe siècle. Je l'ai un peu déjà expliqué, mais là, maintenant, on va le voir en détail. Et Badiou, en effet, n'y dissimule en rien son objectif, qui consiste à dégommer Heidegger de son piédestal, en substituant le mathème anonyme au nom propre associé au génie Schwab, Heidegger, et les noms propres, c'est Hölderlin, Celan, Trakl, etc. Vous avez vu tout à l'heure, dans la vidéo que j'avais montrée de lui, comme il se rengorgeait d'avoir fait un texte qui reprenait dans son titre des concepts qui étaient ceux de Heidegger, être et temps, l'être et le néant de Sartre, et lui, l'être et l'événement. Alors, évidemment, il a commencé par pomper à Heidegger et accessoirement à Deleuze, parce que la notion d'événement, elle est importante aussi chez Deleuze, deux de ces notions majeures. À Heidegger, dès le titre, c'est Sein et Ereignis, parce que l'Ereignis, qui est une notion essentielle aussi, est extraordinairement profonde chez Heidegger. La traduction en allemand commun, quand on entend un allemand que l'entend Ereignis, c'est le mot événement. C'est comme nous le mot événement. C'est frelater donc ces deux notions majeures chez Heidegger, il les frelate en l'être et l'événement, sans majuscule. Et c'est
dans ce texte, que l'exalté du mathème décide qu'il est de taille à révoquer la poésie et, bardé d'équations, à lutter pied à pied avec Heidegger. Alors, suffit de lire la présentation qu'il fait lui-même, Badiou, de son chef-d'œuvre. Articuler, dit-il, pour notre temps, une philosophie qui, quant à la pensée de l'être, ouvre une autre voie que celle de Heidegger, soit celle de mathème plutôt que celle du poème, et quant à la doctrine du sujet, se tiennent au-delà de Lacan, tel est l'enjeu. Je vais y revenir à tout ça. Donc, pour parvenir à tromper son monde, Badiou doit s'inventer un ersatz de Heidegger, c'est-à-dire un Heidegger synthétique, dont il résume la pensée ainsi. Voilà comment Badiou explique à ses lecteurs qui est Heidegger. Heidegger reste encore assujetti, jusque dans la doctrine du retrait et du dévoilement, à ce que je considère pour ma part être justement l'essence de la métaphysique, soit la figure de l'être comme pourvoiement et don, comme présence et ouverture, et celle de l'ontologie comme profération d'un trajet de proximité. J'appellerais poétique ce type d'ontologie, hanté par la dissipation de la présence et la perte de l'origine. Deux choses. Premièrement, il faut comprendre qu'il utilise des notions qu'il ne questionne jamais, contrairement à Heidegger. L'être, c'est l'être, ça s'appelle l'être dans une certaine langue, et c'est un certain mot qui désigne quelque chose, ce mot. Il y a des pages entières de Heidegger là-dessus. Pareil pour la présence, pour l'ouverture, donc c'est deux notions. Mais il les utilise en jonglant de manière un petit peu retorse et un petit peu entourloupeuse pour faire des phrases qui ne correspondent absolument plus à ce qu'a Heidegger. C'est une jonglerie vaine, reprenant des notions, sachant très bien que ces lecteurs, les gens qui vont lire Badiou, qui sont ni des Deleuze, ni des Derrida, ni des gens s'intéressant à la pensée, parce que quand on s'intéresse à la pensée, au bout de 2 pages de Badiou, on voit que ça ne pense pas, ne comprendront rien. Exactement comme lorsqu'il met des citations de longues pages de démonstrations mathématiques, il sait très bien, on va voir pourquoi et on va voir comment, que ces lecteurs n'y comprennent rien. Il le sait, il le dit. Il ne s'adresse pas à des mathématiciens, il sait très bien, je vous dévoile un petit peu ce qu'on va voir plus en détail tout à l'heure, que les mathématiciens n'en ont rien à foutre des textes de Badiou et de la pensée de Badiou. Et les grands philosophes, les grands signataires morts qui sont déjà même morts, n'auraient pas perdu 2 secondes à lire du Badiou. On comprend très vite qu'il s'agit pour Badiou de lutter contre Heidegger, mais sur le terrain du nom propre. Nous savons, continue-t-il, quel rôle jouent les poètes, de Parménide à René Char, passant par Hölderlin et Trakl, dans l'exégèse heideggerienne. Quel rôle jouent les poètes? Pour lui, c'est un rôle que jouent les poètes, comme sur une scène de théâtre. C'est à suivre ces pas, et pas de Heidegger, qu'avec un tout autre enjeu, je m'attachais dans Théorie du sujet, quand je convoquais au nœud de l'analyse Échille, Sophocle, Mallarmé, Hölderlin ou Rimbaud. Alors, Théorie du sujet, j'en ai parlé déjà un petit peu, c'est dans la lettre de Martos à Debord, c'est évoqué, ça paraît antérieurement à L'être et l'événement, ça paraît en 1982. Et ça se présente assez risiblement. Il faut, je le dis une fois parce que c'est important, j'ai dit que tout était un dispositif dans le cheminement dans la carrière, y compris bibliographique de Badiou. Donc on a un premier texte qui paraît en 82, une fois que les grands noms de la philosophie sont morts ou sont en train de disparaître de la scène philosophique. Théorie du sujet, qui est un texte, je vais en parler maintenant, qui ne va pas le satisfaire. Ça va être suivi ensuite, en 88, de L'être et l'événement. Ça va être suivi ensuite, en 2005, de ce texte délirant sur le non-juif, et en 2006, juste après, donc il y a le texte sur le délirant, le délire, le symptôme sur le non-juif, il est pris entre L'être et l'événement, dont je suis en train de parler, et un second tome de L'être et l'événement qui s'appelle Logique du monde, au pluriel, Logique des mondes, au pluriel, qui est la suite de L'être et l'événement, et dont j'ai parlé aussi, et où il révèle beaucoup de choses de lui-même, Badiou. Donc il faut comprendre comment fonctionne le dispositif de la bibliographie de Badiou. Parce que tout fonctionne exactement comme à l'intérieur de, si vous voulez dire, si vous voulez pour le dire rapidement maintenant, ça fonctionne un peu dans l'ensemble de sa bibliographie, exactement comme à l'intérieur de Portée du monde juif fonctionne le rôle, fonctionne la part hystérique et délirante de Cécile Winter à la fin du livre. Alors là, elle est placée à la fin, mais c'est un peu pareil. Il y a des choses qui se passent dans ses publications à Badiou, y compris avec son Platon d'aujourd'hui,
qui jouent un certain rôle, plus ou moins inconscient selon moi, dans son dispositif. Alors, le théâtre, pourquoi il parle de rôle chez Heidegger? Parce qu'évidemment, il se place en miroir de Heidegger. C'est que pour lui, Badiou, philosophe, dramaturge, romancier, le théâtre, en effet, c'est un référent majeur de celui qui se décrit aussi comme écrivain mathématicien. Donc il est à la fois philosophe, dramaturge, romancier, il le rappelle dans toutes ses quatrièmes de couverture et partout, il est le philosophe le plus lu, le plus traduit et le plus commenté du monde, et c'est lui-même qui s'applique cette étiquette, ce rôle, écrivain, trait d'union, mathématicien. Et voilà ce qu'il dit à un moment, c'est dans L'être et l'événement, comme un auteur de théâtre qui, sachant que seules les répliques constituent pour le metteur en scène le référent stable de la représentation, essaie désespérément, je souligne, d'en anticiper le détail par ses didascalies qui décrivent le décor, les costumes, les âges et les gestes, l'écrivain mathématicien met d'avance en scène le texte pur, où l'être est prononcé en tant qu'être, il veut dire dans le mathème, dans la mathématique, par des indications de préséance et d'origine, où est évoquée en quelque sorte du dehors la situation ontologique. Ces noms propres, je souligne, qui sont donc, vous comprenez, comme les didascalies qui viennent habiller et qui viennent décorer, qui décrivent le décor, les costumes, les âges et les gestes de l'être en tant qu'être à l'état pur et à l'état nu, qui est manifesté, qui est dit et qui est présenté par la mathématique pure. Ces noms propres, ces dates, ces appellations sont les didascalies événementielles d'un texte qui forclôt l'événement. Vous voyez, comme ça va loin chez lui. Il faut comprendre ce qui se passe ici dans la caboche du philo-dramacier, appelons-le comme ça, philosophe, dramaturge, romancier, à l'égard du nom propre, et qu'éclaire son attitude rationnellement délirante à l'égard de la question juive. Je le répète, je le redis. Il y a chez Badiou une duplicité fondamentale d'attitude à l'égard du nom propre, dont la structuration psychologique, j'ai parlé tout à l'heure de psychanalyse sauvage, mais on va dire la structuration psychologique, se résume à 3 traumatismes. Et on va les examiner un peu plus maintenant, un peu plus en détail. Je vous l'ai dit par ordre chronologique inversé dans l'ordre de sa carrière, on va dire, de sa publication. Les Juifs, dernière en date, si on veut, hein, en considérant que 2005, c'est ce qu'il a produit comme symptôme, comme symptôme du traumatisme le plus récent. Il est revenu encore sur la question de l'antisémitisme dans un dialogue complètement indigent avec Hazan, dont j'ai parlé la dernière fois, enfin, peu importe. Les Juifs, par ordre chronologique inversé, donc du plus récent au plus ancien. Deuxième traumatisme, lié au nom propre, à chaque fois lié au nom propre. Heidegger, et avec Heidegger, tous les grands philosophes français du XXe siècle qui ont fait de l'ombre à Badiou, et qui sont tous de leur aveu, il le dit, hein, tout le monde le sait, il l'a dit dans la conférence que j'ai montrée tout à l'heure, qui sont tous redevables à Heidegger, Sartre, Lacan, Derrida, Foucault, Lévinas, Deleuze. Ça, c'est le deuxième grand traumatisme, enfin, c'est le deuxième grand traumatisme à l'égard du nom propre pour Badiou. Et le premier dans l'ordre chronologique, que je dis maintenant en dernier, son père Raymond Badiou.